Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce mardi 21 juillet. La Knesset prend une nouvelle fois ses distances avec le gouvernement Netanyahou. La commission parlementaire Corona a autorisé ce matin la réouverture des restaurants pourtant fermés un peu plus tôt sur ordre du cabinet. Vous écouterez dans un instant la réaction du ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein. En Israël, où le Shin Bet a déjoué plusieurs attaques, elles étaient planifiées par le Front populaire de libération de la Palestine, mais le cache provenait d'Iran et du Hezbollah. Les détails dans le journal avec Gabriel Attal. L'accouchement fut pénible, mais le résultat est là. Les dirigeants européens se sont entendus la nuit dernière sur un vaste plan de relance de l'économie post-Covid. Une victoire pour Paris et Berlin. Emmanuel Macron interviendra tout à l'heure à la télévision. Voilà pour les titres. Mon invité cet après-midi, la médecin biologiste Caroline Gutsmuth. Avec elle, nous évoquerons les difficultés pour se faire dépister de la Covid-19 en France, alors que l'épidémie repart à la hausse. Radio J. C'est un feuilleton qui en dit long sur le manque de lignes directrices des autorités israéliennes dans la lutte contre le coronavirus. Alors que les restaurants avaient fermé leurs portes pour les plus nocturnes d'entre eux tôt ce matin à 5h, heure locale sur ordre du gouvernement. Coup de théâtre, quelques heures plus tard, la commission Corona de la Knesset invalide cette décision. Les restaurateurs, cuisiniers et serveurs peuvent donc regagner leur établissement dès cet après-midi. La décision a été actée après une difficile nuit de tractation avec le gouvernement, mais qui n'a pas abouti. 7 députés ont voté pour la réouverture contre 3 non. Et l'absence des élus Carol Lavan, par ailleurs membre de la coalition gouvernementale, a retenu l'attention des observateurs. Du côté du cabinet, justement, on dénonce le choix de la commission. On écoute le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. L'opposition, par exemple, dans les discussions à la commission Corona, finira par nous conduire à contre-cœur à un confinement total du pays. La demande du ministère de la Santé était la fermeture des restaurants. Non pas parce que je n'aime pas m'asseoir au restaurant ou parce que je ne comprends pas la situation des restaurateurs. Mais que faire quand les gens mangent ensemble, à côté de la même table, sans masque? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas capable de manger avec un masque. Là, on peut être exposé à l'infection. On le voit donc, l'indépendance de vue de la commission parlementaire met en difficulté le gouvernement, qui est par ailleurs attaqué par l'opposition. Nous vous parlons hier déjà de l'appel de Yair Lapid en faveur d'une coalition sans Netanyahou. Aujourd'hui, c'est le chef de Yamina, Naftali Bennett, et opposant de Netanyahou sur sa droite, qui tense le cabinet. On écoute tout de suite l'ancien ministre de la Défense, Naftali Bennett. Nous nous trouvons dans la guerre du Kippour et nous débattons encore pour savoir s'il faut un chef d'état-major. C'est la situation. C'est l'une des crises les plus graves depuis la fondation de l'État d'Israël. Ce qu'il faut faire, c'est nommer un chef d'état-major. Et dans cette situation, le choix du professeur Gabi Barabash est excellent. Le professeur Gabi Barabash, l'un des favoris pour devenir donc proyecteur, responsable de la lutte nationale contre le coronavirus. Dernier bilan dans le pays de 1844 nouvelles contaminations, le nombre total de morts s'établissant lui à 416 victimes. Les médias israéliens qui reviennent évidemment aujourd'hui très largement sur cette crise multidimensionnelle du coronavirus, et notamment sur les revendications des infirmières et des assistantes sociales. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Le Yediot Ahronoth lui consacre sa manchette ce matin aux 2 principaux secteurs professionnels qui font grève ou qui ont fait grève, les infirmières et les assistantes sociales. Pour ce qui est des infirmières, ce mouvement instauré au cœur de la crise, alors que les hôpitaux ont de plus en plus besoin de main-d'œuvre médicale et professionnelle, a prouvé son efficacité. En effet, en moins de 24 heures, les infirmières qui réclamaient non pas des augmentations salariales, mais une augmentation de 1000 postes à pourvoir pour leur permettre d'effectuer convenablement leur mission, eh bien, elles ont obtenu gain de cause puisque le gouvernement a accepté de rajouter non pas 1000, mais 2000 postes au total. Et Eti Eliav, l'une des responsables de ce mouvement, écrit ce matin en première page du Yediot Ahronoth, l'espoir renaît. Et de rappeler qu'il y a moins d'un mois, 1300 nouvelles infirmières ont terminé leurs études et qu'elles n'ont pas pu trouver du travail, alors que le système hospitalier aurait bel et bien eu besoin de leurs compétences. L'accord conclu hier nous donne un espoir en un avenir meilleur, écrit-elle ce matin. Et pour ce qui est des assistances sociales, le mouvement se poursuit. Celle-ci réclame la
dans le cas précis, une augmentation de salaire, parce qu'effectivement, leurs conditions salariales sont déplorables et inacceptables, surtout après avoir survécu à un cursus universitaire particulièrement difficile. Tamar Tayar-Torjman, l'une de ses assistances. Les quotidiens israéliens et les médias israéliens se font l'écho également d'une sorte de pagaille qui règne actuellement au Likoud. Le Israël Hayom revient sur l'altercation très médiatisée hier entre le ministre des Finances Israël Katz et le président de la coalition Miki Zohar, mais le Yediot Aharonot est plus complet dans ce dossier et parle d'une confrontation politique à l'intérieur du Likoud et de tensions qui affectent le Premier ministre et qui pourraient même remettre en cause son leadership. Exemple, Binyamin Netanyahou veut destituer Chacha Bitton parce que celle-ci s'élève contre certaines mesures prises par le gouvernement. Le Premier ministre est également en conflit avec le député David Bitan, qui fut son proche lieutenant, mais qui aujourd'hui s'oppose à lui à propos du dossier de la fonction de président du Likoud mondial. Bitan, qui fut président lui-même de la coalition gouvernementale, est en conflit avec son successeur, Miki Zohar, et Zohar est en conflit avec la ministre Gila Gamliel. Enfin, Israël Katz, lui, est en conflit avec Nir Barkat, qui, on le sait, visait le portefeuille des finances et ne se gêne pas pour critiquer celui qui a obtenu ce poste et en particulier sa politique économique. Bref, rien ne semble plus aller au sein du Likoud, au sein du parti au pouvoir. Et ce matin, Amit Segal, dans le site d'information N12, explique que Benny Gantz et Binyamin Netanyahou savent que le 25 août prochain risque d'être une date fatidique pour leur carrière politique. C'est en effet la date butoir avant laquelle le gouvernement doit absolument voter le budget de l'État. Or, pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'est prêt à renoncer à sa position de base, à savoir que Netanyahou veut un budget de l'État pour 1 an, de l'année 2020, tandis que Gantz veut un budget de 2 ans. La revue de presse signée Daniel Haïk Israël, où la direction donc, des opérations semble encore manquer de cohérence face à cette deuxième vague du coronavirus, à moins que les autorités se préparent à suivre un autre modèle de gestion, celui en provenance de Suède. C'est en tout cas l'analyse du journaliste israélien Emmanuel Alperin. Il était ce matin au micro de Pascal Sunshine. De là à dire, comme le dit la presse israélienne, nous sommes dans une situation de chaos, c'est une très grande exagération. C'est comme certains Israéliens qui, évidemment, sont dans une situation de manque à gagner et qui manifestent dans le sens des slogans du genre « on va mourir de faim ». Alors, on n'est pas en train de mourir de faim, il n'y a pas de chaos. Il y a une indécision, il y a des difficultés à prendre des décisions conséquentes, et c'est dû tout simplement au fait que la situation est en perpétuelle évolution. Alors, il y a quand même déjà 80 personnes aujourd'hui sous respirateur artificiel. Ce matin, on a comptabilisé 264 cas graves. Et il y a en tout et pour tout quelques 30 000 personnes, 30 000 malades repérés. Je sais bien que si on compare des pays européens au plus haut de la crise, ou aujourd'hui aux États-Unis, ou au Mexique, ou au Brésil, ça n'a l'air pas de rien, mais pas grand-chose. Seulement, il faut comprendre que le risque, c'est la saturation du système de santé israélien. Nous avons de très bons hôpitaux, nous avons un excellent système de santé, mais on manque de lits, finalement. Et malgré tous les efforts qui ont été faits ces derniers mois, à partir du moment où il y aura quelque chose comme 400, 500 cas graves, eh bien, cela voudra dire que les hôpitaux sont en passe de devenir saturés. Et ça devient bien sûr une situation impossible, c'est-à-dire qu'on commence, comme en Italie, à se poser des questions, qui est-ce qu'on va sauver, qui est-ce qu'on va essayer de sauver, c'est intolérable. Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Mais en même temps, Pascal, j'ai l'impression qu'on se dirige, sans le dire, vers une stratégie à la suédoise. C'est-à-dire laisser faire le virus et le laisser passer. Et vous savez, la formule libérale, laisser faire, laisser passer, là je l'utilise dans un autre sens, c'est-à-dire laisser faire le virus en espérant qu'il va passer. On reste en Israël où les associations jouent un rôle important dans l'aide aux plus vulnérables en cette période de crise économique et sociale. La crise du Covid a démultiplié les demandes d'assistance alors que les associations commencent à manquer de ressources. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine.
La semaine dernière, le gouvernement israélien a annoncé la mise en place d'un fonds d'aide aux associations doté de 13,5 millions d'euros par des fonds publics et des dons de philanthropes. C'est un quart seulement de la somme annoncée lors de la première vague épidémique, mais c'est déjà une bouffée d'oxygène pour les centaines d'associations assaillies de demandes d'assistance auxquelles elles n'arrivent plus à faire face. Il faut savoir que le système associatif israélien est l'un des plus actifs au monde et l'un des plus importants proportionnellement à sa population. On recense environ 6000 associations dédiées au domaine social. En 2017, elles représentaient 10% des dépenses sociales du pays. Nombre de ces associations jouent un rôle de prestataires extérieurs, de sous-traitants des institutions étatiques telles que le ministère du Travail et des Affaires sociales et les services sociaux. Il y a plusieurs causes à leur expansion. Historique d'abord. Avant l'indépendance, le tissu associatif a été le prélude aux institutions publiques de l'État. Il existe aussi une forte tradition d'entraide dans le judaïsme, marquée en particulier par le devoir d'assistance caritative aux plus faibles et aux plus démunis que les communautés prenaient en charge dans le cadre de soupes populaires ou d'œuvres de bienfaisance. Raison conjoncturelle aussi. En Israël, comme dans d'autres pays, l'État a entrepris au cours des dernières décennies de réduire ses prestations sociales et donc de déléguer une partie de ses activités aux associations. Cela contribue à renforcer le poids et l'influence des associations, organismes d'utilité publique et fondations, bien que les plus importantes dépendent encore largement de l'État, dont elles sont aussi prestataires extérieurs, et qui bénéficient donc d'un large financement public. Leur domaine d'activité vise principalement l'enfance et la jeunesse, les personnes âgées et les handicapés. Les autres, qui s'adressent aux familles et aux adultes actifs en situation de précarité, s'appuient essentiellement sur les dons pour financer leurs activités et aux bénévoles pour les effectuer. Si le système associatif, appelé aussi troisième secteur, est censé compléter ou se substituer au rôle de l'État à l'égard des populations défavorisées, il reproduit lui aussi, dans une certaine mesure, les disparités préexistantes de la société israélienne et son sectorialisme. Depuis le début de la crise sanitaire, les organisations qui ont été les plus sollicitées sont celles qui donnent du soutien psychologique, que ce soit sur les cas de violences domestiques amplifiées par le confinement ou les troubles et angoisses liées à l'incertitude sociale et économique, mais les associations qui distribuent des repas ou des colis de vivres ont également vu leurs demandes plus que doubler et l'éventail des demandeurs s'étendre hors des secteurs les plus exposés à la précarité, comme les familles monoparentales, les personnes âgées ou en situation de handicap. Cet engagement fait partie intégrante de la culture israélienne, mais sans une aide publique conséquente, les dons ne suffiront pas à la poursuite de leur mission. Pascal Zonshine depuis Jérusalem. L'actualité sécuritaire maintenant en Israël, au Proche-Orient, avec vous, Gabriel Attal. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Steve. 5 combattants pro-Iran ont été tués la nuit dernière dans une frappe attribuée à Israël en Syrie. L'attaque de missiles a touché des dépôts d'armes et des positions militaires appartenant aux forces du régime syrien et aux combattants de la milice soutenue par la République islamique au sud de Damas. Les frappes ont également blessé au moins 7 soldats syriens, selon l'agence de presse officielle Sana. 2 seraient dans un état critique et 4 soldats étrangers ont aussi été blessés. Les bombardements aériens auraient provoqué plusieurs explosions autour de la ville de Kizwa, au sud de la capitale syrienne, une zone qui a longtemps été associée au corps des gardiens de la révolution islamique. L'attaque aurait eu lieu en 2 vagues. L'assaut aurait touché des cibles dans les villes de Jabal al-Man, Moukaïlabia et Zakia, provoquant d'énormes explosions. Israël n'a pas commenté ces informations comme à son habitude. Par ailleurs, Gabriel, le Shin Bet a arrêté une équipe du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui prévoyait de mener des attaques terroristes en Samarie avec l'aide financière de l'Iran et du Hezbollah. Tout a commencé avec l'arrestation et l'interrogatoire d'un militant du FPLP, Yazan Abou Salah, âgé de 23 ans et résident du village d'Araba, près de Jenin, en Judée-Samarie. Son cousin, Mahmoud Abou Salah, un habitant de Birzeit, âgé de 29 ans, a été arrêté à la suite de l'interrogatoire de Yazan.
Kazan. L'enquête du service de sécurité intérieure israélien a révélé l'implication de l'Iran et du Hezbollah dans la formation et le financement de ces activités terroristes. La cellule planifiait notamment une attaque à Harish et l'enlèvement d'un soldat de Tsahal comme monnaie d'échange pour la libération de prisonniers résidant actuellement dans des prisons israéliennes. L'enquête a aussi révélé qu'Abou Salah devait se rendre au Liban pour suivre une formation militaire pour apprendre à tirer, utiliser des drones et fabriquer des armes. Et j'ajoute que le tribunal militaire de Judée a condamné tout à l'heure le meurtrier du célèbre activiste américano-israélien Harry Fould à une peine de prison à perpétuité pour meurtre et à 3 tentatives de meurtre. Une indemnité financière a été accordée à la famille Fould. Merci Gabriel, 14h16, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal magazine. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Avec l'invité de cette édition, bonjour Caroline Gutmus. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes médecin biologiste à Neuilly-sur-Seine. Constatez-vous sur le terrain, dans votre laboratoire, un pic de demande de dépistage de coronavirus à la veille des vacances d'été ? Oui, il y a un pic très important parce qu'effectivement, les gens partent en vacances. Alors, les gens partent en vacances, soit ils partent pour embrasser leur grand-mère et donc ça les rassure de faire ce test, soit c'est imposé par les compagnies aériennes, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de compagnies qui demandent à ce que les personnes fassent le test 48 heures ou 72 heures. Y compris pour des voyages en France ? Pour des voyages en France, oui, ça dépend de la compagnie aérienne, mais avant de monter dans l'avion, on vous demande souvent un test. Donc vraiment, il faut faire très attention. Il faut aller sur le site de la compagnie aérienne. Il faut regarder aussi ce que demande le pays, parce que il y a quand même des personnes qui partent à l'étranger, alors pas très loin, mais il y en a un certain nombre. Guadeloupe aussi. Voilà, donc il faut vérifier tout ça, mais oui, c'est demandé par les compagnies aériennes, et donc effectivement, on a une demande explosive en ce moment. Est-ce que cet afflux de demandes liées notamment aux vacances pénalise les malades ou ceux qui craignent une contamination ? Ceux qui craignent une contamination, vous voulez dire dans le sens où on peut se contaminer Non, pour ceux, je m'exprime autrement, pour ceux qui auraient présenté des symptômes et qui souhaiteraient être dépistés le plus rapidement possible et qui, du coup, face à cet afflux de demandes, devront attendre un peu plus longtemps que prévu. Non, on a des circuits qui sont totalement différents. Pour les personnes qui viennent pour des dépistages et qui n'ont pas de symptômes, ces personnes viennent sans rendez-vous au laboratoire et elles sont prises en charge. Elles sont prises en charge toute la journée, de manière fluide et facile, comme quand vous allez vous faire une prise de sang. Pour les personnes qui sont malades, on continue à faire les drives. C'est ce qu'on a mis en place depuis le début. Alors pourquoi ? C'est parce qu'on ne veut surtout pas que ces personnes rentrent au laboratoire et puissent contaminer d'autres personnes. Et donc, aujourd'hui, on se doit de donner un rendez-vous maximum dans les 24 heures pour les personnes qui présentent des symptômes. On ne peut pas, franchement, donner un rendez-vous une semaine après. Déjà, on risquera de passer à côté. Évidemment. Et puis, c'est des personnes qui sont malades, donc c'est des personnes qui, aujourd'hui, doivent être isolées de manière à ne pas contaminer les autres. Donc, non, c'est 2 circuits différents. Et puis, pour ces personnes, elles ont possibilité soit d'envoyer leur demande via un site internet, soit en téléphonant au laboratoire pour prendre rendez-vous, et puis on les prend avec une attente qui ne dépasserait pas les 24 heures, ce qui est important à rappeler. Normalement, non. Les laboratoires se doivent de proposer un rendez-vous vraiment au plus vite, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place aujourd'hui des systèmes. Là, pendant les vacances, on va avoir des permanences et des astreintes samedi, dimanche sur certains sites qui vont être dédiés, site Covid, où là on fera en sorte de pouvoir proposer peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas de 8h à 20h des lieux pour pouvoir dépister le plus grand nombre. Docteur Gutsmuth, disposez-vous des moyens techniques et humains surtout peut-être pour monter encore en puissance, comme l'a demandé récemment l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ? Alors, des moyens techniques, oui. Aujourd'hui, on a des machines, on a des kits, donc ça ne pose aucun problème, et on est même en sous-capacité, puisqu'on pourrait encore augmenter le nombre de tests. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour tester les personnes. Alors effectivement, ce qui nous manquait, c'était les mains, parce que accueillir les gens au laboratoire, ça prend du temps, faire des dossiers, ça prend du temps, et puis prélever. Il faut savoir que le prélèvement par PCR, il était réservé
réservé à certaines catégories, c'est-à-dire uniquement les biologistes et les infirmiers. Or, depuis le début de la semaine dernière, ça a changé. Les techniciens peuvent les aider. Exactement. Les techniciens de laboratoire, c'est des personnes qui, souvent techniques, et qui font les prises de sang au laboratoire. Et ces personnes viennent d'être autorisées à faire donc le prélèvement par PCR. Donc on va être quand même vraiment soulagé, c'est-à-dire que vraiment tout le monde va pouvoir procéder à ces prélèvements et donc je pense que ça va fluidifier les choses et ça va réduire l'attente. Ce qui nous manquait, c'était les mains et aujourd'hui, je pense qu'on les a. Donc un problème en passe d'être réglé visiblement. Oui, ça va être mieux. Après, c'est sûr que la demande reste explosive et qu'on a énormément de travail, mais en tout cas, ça va améliorer les choses. J'aimerais vous faire réagir maintenant à ces déclarations tout à l'heure du président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy. On l'écoute. Les masses, c'est quand même pas c'est pas gratuit, hein. Et que donc ça constitue un petit budget pour les familles les plus fragiles. Justement, pourquoi le conseil scientifique n'a pas suggéré au fond la gratuité totale, soit sous forme de distribution gratuite, soit sous forme de remboursement par la sécurité sociale? On l'a suggéré en tout cas d'une autre façon. On l'a pas mis comme tel, mais on a depuis plusieurs avis du conseil scientifique. Vous l'avez moins noté au niveau des médias. Mais on insiste beaucoup sur les personnes les plus fragiles, les groupes les plus fragiles, les groupes les plus précaires, qui ne sont pas forcément uniquement les SDF ni les migrants. Caroline Gusmuth, si certaines familles peinent aujourd'hui à acheter des masques et à en changer surtout régulièrement, et s'il faut attendre parfois, alors j'ai bien compris, pas dans votre laboratoire, mais parfois sur certains territoires du pays, plusieurs jours pour se faire dépister, n'est-ce pas une partie de la politique de prévention du gouvernement qui risque d'être inopérante assez rapidement, notamment à partir de l'automne ? Si, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour ce qui est encore une fois, pour ce qui est des dépistages, on met vraiment tout en œuvre pour accélérer les choses. C'est vraiment un élément décisif de cette politique des autorités, le dépistage rapide et l'isolement. Oui, le dépistage rapide, le dépistage de masse, bien sûr, et puis une prise en charge aussi des cas positifs qui est efficace aujourd'hui, ce qui ne l'était pas il y a un certain temps, puisqu'aujourd'hui il faut savoir que tous les résultats sont envoyés via une plateforme gouvernementale et que dès qu'on a un cas positif, on va tout de suite l'isoler, faire une enquête et prendre en charge les cas contacts. Donc voilà. Mais donc à la fois dépistage donc rapide, massif et port du masque donc obligatoire. Port du masque, oui, bien sûr. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on a on voit certaines images dans les médias. Les gens ont envie de vivre, c'est normal. Mais la première chose à faire, c'est continuer à appliquer les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque. Enfin, je veux dire, le port du masque peut vous protéger complètement. Donc, c'est vraiment essentiel Et puis aujourd'hui, on a quelques cas. On les voit nous au laboratoire. Il n'y a pas une réelle flambée des cas, pas encore en tout cas. Mais on il y a néanmoins une petite augmentation depuis quelques semaines. Oui, bien sûr, et c'est normal. Le virus est toujours là, ça il faut quand même le rappeler. On a été confinés, donc forcément, on avait moins de contamination. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on a quelques cas. Et c'est souvent finalement des personnes assez jeunes, soit des adolescents, soit des personnes qui sont très jeunes et qui en fait sortent, font des soirées, qui vivent leur vie d'adolescents. Voilà. Et en tout cas, on a l'impression, nous ici au laboratoire, que les personnes plus âgées font plus attention et il y a moins de contamination, en tout cas chez les personnes âgées en ce moment. Merci beaucoup, Dr Caroline Gusmuth, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste à Neuilly-sur-Seine. Et donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se faire tester, notamment dans votre laboratoire. À très bientôt. Merci. Merci, Steve. Au revoir. Le reste de l'actualité en France avec Gabriel. Quand faudrait-il s'attendre à une deuxième vague du coronavirus? On en a parlé à l'instant, à partir a priori du mois de septembre-octobre avec le début de l'automne. On va passer maintenant à un autre sujet avec vous, Gabriel. Fumée blanche à Bruxelles. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé finalement un accord ce matin sur un plan de relance post-coronavirus.
Oui, Steve, après 5 jours d'un sommet marathon à Bruxelles, en Belgique, un plan à hauteur de 750 milliards d'euros a été signé. Il se décompose en 390 milliards de subventions qui seront allouées aux États les plus frappés par la pandémie. Cette émission de dette commune repose sur une proposition franco-allemande qui suscitait une farouche opposition de la part des pays dits frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède, rejoints par la Finlande. 360 milliards d'euros seront aussi disponibles pour des prêts remboursables par le pays demandeur. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a parlé ce matin sur France Info d'un moment historique. Je crois que c'est un bel accord, c'est un bon accord et c'est l'acte de naissance d'une nouvelle Europe. Donc c'est effectivement un jour historique parce que pour la première fois de son histoire, l'Europe accepte de lever de la dette en commun. C'est de la dette qui va être levée par les 27 États membres pour donner de l'argent aux États membres afin qu'ils puissent reconstruire, relancer leur économie. Donc c'est l'acte de naissance de cette Europe nouvelle qui sera plus solidaire, plus verte et puis plus franco-allemande. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé depuis des semaines, cet accord doit tout, ou presque, à la volonté de la France et de l'Allemagne. Gabriel, pourquoi cet accord a été si difficile à trouver ? À cause des pays du nord de l'Europe, les pays dits frugaux, à plusieurs reprises, ils ont menacé de faire échouer ce plan qui profiterait avant tout aux pays du Sud, comme l'Italie et l'Espagne. Ces pays les plus touchés par l'épidémie sont aussi jugés trop laxistes en matière budgétaire par leurs partenaires du Nord. Pour vaincre leur réticence, le président du Conseil européen, Charles Michel, a dû revoir sa proposition initiale et leur fournir des gages, notamment en révisant à la baisse les 500 milliards de subventions prévues au départ et défendues par Berlin et Paris. Et j'ajoute à ce propos que le président Emmanuel Macron sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Le chef de l'État sera en duplex depuis l'Élysée. Merci Gabriel Attal. Et un mot de météo avant de se quitter avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. Quelles seront les températures de cet après-midi dans le pays ? Alors aujourd'hui en Ile-de-France, de belles éclaircies avec 27 degrés cet après-midi à Paris. Au programme de ce mardi, ciel dégagé et grand soleil partout en France. Une magnifique journée à l'est avec 29 degrés du côté de Strasbourg. Ciel bleu également dans la vallée du Rhône avec 33 degrés à Lyon. Un peu plus de fraîcheur sur la côte normande avec 22 degrés cet après-midi à Trouville. Grand soleil à Bordeaux avec 33 degrés. Sur le bassin méditerranéen, lunettes de soleil et maillots de bain seront de sortie avec 33 degrés à Juan-les-Pins, 27 à Nice et 30 à Marseille. Maillots de bain de sortie également. En Israël, Alexandra. Eh bien, en Israël, exactement. Pas un nuage à l'horizon, Steve. Chaleur et ciel bleu sont au rendez-vous, avec 32 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi. De la chaleur également avec 31 degrés à Ranana. Il fera 30 degrés du côté d'Ashdod et le pic de mercure atteindra 43 degrés à Eilat. Merci Alexandra, du soleil dans le ciel donc. Ça fait du bien au moral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le flash présenté par Gabriel Attal. Merci d'être fidèle à Radio J. Tout de suite, la chronique Israël Business en compagnie d'Eric Lewin. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien. Retrouvez Radio J sur YouTube, la chaîne Radio J. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver ce mardi après une petite pause la semaine dernière. Votre chronique Israël Business revient en ce mardi après-midi. On démarre avec quelques chiffres macroéconomiques pour commencer cette chronique avec une baisse des prix qui se confirme en Israël, Eric. Oui, vous savez qu'en période de récession économique, très souvent il y a ce qu'on appelle une baisse des prix. Les prix baissent. Alors l'indice des prix à la consommation en Israël, c'est ce qu'on appelle le CPI, a baissé de 0,1% le mois dernier, ce qui porte à 0,8% sa baisse depuis le début de l'année. Dans l'immobilier, les prix sont aussi en recul, de 0,7% sur la même période, baisse marquée à Tel Aviv, moins 0,9%, et à Jérusalem, moins 2,5%. Alors avec cette baisse des prix, il y a des voix qui s'élèvent. Vous savez qu'il y a beaucoup de contestations en ce moment, de grogne sociale en Israël. Il y en a aussi du côté de certains économistes qui estiment que la Banque d'Israël ne va pas assez vite dans sa baisse des taux et devrait mettre les taux à 0. Rappelons que le 6 avril dernier, l'institution avait baissé de 0,25% à 0,1% son principal taux directeur pour tenter de redynamiser l'économie. Mais ça ne suffit pas. Alors vous allez me dire pourquoi des taux à 0 ? Eh bien symboliquement, des taux à 0, ça veut dire que le crédit est quand même beaucoup plus intéressant. Et quand vous avez des prix qui ne cessent de baisser, il est normal que les taux soient à 0. Est-ce que cette baisse des prix, Eric, ne favorise pas aussi le pouvoir d'achat déjà très fragilisé des Israéliens ?
Écoutez, la grande problématique, imaginons que vous soyez notamment endetté pour acheter votre appartement, vous avez les prix de l'immobilier qui baissent, vous avez des risques de chômage, vous avez aussi, alors bien sûr, les prix de l'alimentation qui baissent, ça peut être une bonne chose, mais comme il y a des monopoles en Israël, ça ne baisse pas beaucoup. Donc en fait, quand on est dans un système de déflation, c'est un système quand même qui est assez punitif quand même pour les consommateurs. Au premier degré, on se dit que c'est une bonne nouvelle, et puis après, vous savez, tous les systèmes de déflation dans le monde, comme d'hyperinflation, ont engendré des crises économiques. Bien sûr, on n'en est pas là, mais quand vous avez des prix qui baissent, ça veut dire que l'économie ne se porte pas très bien. D'ailleurs, elle ne se porte pas bien. L'OCDE tablait sur une baisse de 6,2% cette année du PIB sans reprise de l'épidémie et de 8,3% dans le cas contraire. Il semblerait qu'on soit malheureusement dans ce deuxième cas de figure avec sans doute une chute de la croissance cette année de 8%. Mais attention, parce que c'est vrai qu'il y a une inquiétude autour d'Israël, mais il faut dire qu'on teste beaucoup. Donc c'est normal qu'on trouve de plus en plus de cas. Reste à savoir si les cas vont se transformer en cas graves, et ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Donc il faut quand même rester assez prudent là-dessus. Avec l'impact à suivre sur les systèmes de santé, en particulier sur les hôpitaux israéliens qui seront probablement sous tension pendant les prochaines semaines. Croissance en berne donc en Israël, mais certaines sociétés néanmoins ont tout de même le sourire. Ainsi, c'est le cas de SolarEdge qui connaît un parcours boursier étincelant. Oui, j'ai pas voulu insister sur le chômage, sur le problème des indépendants, sur la casse sociale, sur la grogne sociale en Israël, parce qu'on en a entendu beaucoup. Vous en avez beaucoup parlé dans vos flashs. D'ailleurs, très bien fait. Donc moi, j'ai envie d'annoncer de bonnes nouvelles. Alors, SolarEdge est un spécialiste du photovoltaïque. On est bien sûr dans les énergies renouvelables. Fondé en 2006 et coté au Nasdaq depuis 2015, il gagne plus de 80% depuis le début de l'année, avec un cours de bourse de $170. Depuis sa cotation, c'était donc en 2015. La société a vu son cours de bourse multiplié par 9, avec un appétit des investisseurs qui ne se dément pas. On vient par exemple d'apprendre que le fameux fonds BlackRock, très gros fonds d'investissement qui gère des centaines de milliards de dollars, avait augmenté sa participation dans l'entreprise, passant ainsi de 7% du capital à plus de 10%. Il a fallu au fonds américain débourser quelques 175 millions de dollars pour augmenter sa participation dans SolarEdge qui vaut, tenez-vous bien, plus de 8 milliards de dollars. Une évolution normale dans la mesure où la croissance de cette société est exponentielle. 2013, chiffre d'affaires 90 millions de dollars. Aujourd'hui, on est 1 milliard et demi de dollars. Et puis en 2013, c'était pas rentable. 14% de rentabilité maintenant. Quand je dis 14% de rentabilité, vous prenez le résultat d'exploitation d'une entreprise, vous divisez par le chiffre d'affaires et c'est ce qu'on appelle la rentabilité. Donc une rentabilité de 4% dans les énergies renouvelables. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Rappelons que la société a révolutionné l'industrie solaire en inventant un meilleur moyen de collecter et de gérer l'énergie des installations photovoltaïques. Alors ça va très bien pour SolarEdge, mais la palme d'or boursière revient cette semaine à Ogwind Energy. Oui, alors j'ai un peu décortiquer la cote israélienne. J'ai regardé durant mes quelques jours de congé. Alors cette action, écoutez bien, 1010% de hausse depuis le début de l'année. 1010% de hausse, je me suis pas trompé d'un zéro. On est dans le domaine du stockage. Vous savez qu'on parle beaucoup d'énergie électrique en ce moment. C'est un thème à la mode sur les marchés financiers et même dans le monde. Ce système de stockage combiné à une technologie permet pour Ogwind Energy de convertir l'énergie stockée dans l'air comprimé en énergie électrique. Et c'est révolutionnaire. C'est complètement révolutionnaire et donc ça permet au groupe d'exploser en bourse et de séduire les plus grands fonds d'investissement de la planète. La société cotée à Tel Aviv vient de lever 165 millions de shekels, c'est-à-dire 42 millions d'euros à un prix de 82 shekels par action. C'était il y a une dizaine de jours et on est déjà 35% plus haut. Il y a une espèce de bulle dans le monde entier autour de tout ce que quand vous parlez de électrique dans le monde entier, il y a une bulle. En 2000, il y avait la bulle des .com, vous mettiez .com, ça montait. Il y a quelques semaines, vous rajoutiez Covid, ça montait. Là, on est vraiment dans la folie dans l'énergie électrique. Alors, cette société, il y a quand même un gros marché. Elle a été fondée en 2012. Elle évolue sur un marché estimé à quelques dizaines de milliards de dollars. Et elle a déjà des clients prestigieux. Dans l'alimentaire, il s'appelle Strauss ou encore TNT Nuva. Et Nesher dans le ciment, ce sont bien sûr des sociétés israéliennes. Et le groupe le plus connu avec lequel travaille la société, c'est Israel Aerospace Industries. Donc il faudra se rappeler de cette société, Ogwind Energy. Est-ce qu'on peut envisager à court ou moyen terme un rachat de cette société, notamment par des fonds américains ? La problématique, c'est qu'en Israël, dès qu'une société commence à être très rentable, à monter en bourse, à gagner de l'argent, on les rachète parce que la mentalité israélienne en bourse, c'est d'aller très vite, c'est de se vendre très vite. On a peut-être une mentalité un petit peu différente en France où on se développe plus
plus lentement. En Israël, vous passez du capital riche, vous passez à la bourse et vous êtes vendu. Donc oui, je pense que cette société aussi n'échappera pas à une OPA, mais enfin, ça c'est quand même Byzance pour ses actionnaires parce que 1010% depuis le début de l'année. Je vous assure que j'ai regardé la cote du monde entier. Il y a peut-être une ou deux sociétés au Brésil, mais de toute petite taille qui ont fait mieux. Sinon, ça doit être la palme d'or boursière depuis ce premier semestre, puisqu'on est maintenant quasiment au début de deuxième semestre. Merci beaucoup Eric Levin pour cette nouvelle chronique Israël Business. On vous retrouve mardi prochain.